Après avoir écouté mes collègues ici, tout à l'heure Noël, Arnaud et puis maintenant Yann, je pense avoir aussi à découvrir un certain nombre d'aspects de l'abbé Breuil, et ce qui vous permettra peut-être de pardonner une prise de position un petit peu plus radicale, un peu plus tranchée sur le père Breuil. Je ne vais pas faire le meurtre du pape, ni du père Breuil, mais réellement, que représente-t-il pour nous aujourd'hui? Il y a sans aucun doute une différence à faire entre les historiens et les préhistoriens. C'est-à-dire que Breuil reste une figure fantastique, une figure historique, constitutrice de toute une approche de la préhistoire. Qu'en reste-t-il pour nous, préhistoriens? C'est la question qui se posait, que Arnaud m'avait proposé de poser, Breuil après Breuil. La vie professionnelle, nos traversées sont extraordinairement bizarres parce que il y a 34 ans, j'étais à ce moment-là un tout petit peu plus gamin, le doyen Balou, qui a été mon premier directeur ici au Muséum d'Histoire Naturelle, m'avait demandé de l'accompagner en Périgord, à Périgueux, pour commémorer le centenaire de la naissance de l'abbé Breuil. C'était en 77, et voici que je me retrouve associé 34 ans après au cinquantenaire de sa mort. C'est-à-dire que d'une certaine façon, je me trouve rajeuni dans cette trajectoire, passant d'un centenaire à un cinquantenaire, mais avec bien sûr une traversée dans l'art préhistorique depuis, et avec toute la croisée des chemins, avec des personnages aussi fantastiques que le sont le roi Gourandre et le roi Gourante l'était Madame Empereur, et donc tout un autre historique. Il se trouve que M. Balou m'avait demandé de l'accompagner parce que à l'Institut de paléontologie humaine, il m'avait confié le soin de faire une exposition Breuil. Et il y a une petite exposition Breuil à ce moment-là, intéressante à faire, à laquelle avait contribué le disciple, celui qui se disait disciple, Léon Pal, avec qui moi j'ai eu la chance de travailler les années suivantes. Léon Pal, qui a été évoqué si magnifiquement tout à l'heure par Yann, et qui avait prêté les objets personnels de l'abbé Breuil, sa canne et d'autres choses, et qui était véritablement une démarche d'une vénération sans aucune limite. Alors me voici donc maintenant face à vous, chers collègues, confronté à cette difficulté. Vous ne vous gênez pas pour montrer tous les aspects un petit peu raides du pape de la préhistoire, dont Pal disait qu'il manquait parfois singulièrement de charité chrétienne. Et je me souviens Léon Pal racontant que dans des commissions au CNRS et ailleurs, il s'asseyait toujours à côté de Breuil, et que lorsqu'il voyait Breuil commencer à guillotiner un candidat qui ne lui plaisait pas, Pal lui disait Monsieur l'abbé, rappelez-vous à la charité chrétienne. Et alors, sans doute qu'il y a beaucoup aussi de réimaginaire, mais il y a quelque chose qui était intéressant à entendre de la part de Léon Pal, qui lui-même était, on va dire, mécréant ou athée. Et là aussi, il y avait des relations complexes comme celles qui étaient évoquées à l'instant. Alors, sans aucun doute, Henri Breuil est celui qui a créé la préhistoire, non pas du point de vue institutionnel, ce qui a bien été rappelé tout à l'heure, ce qui est aussi dans l'ouvrage d'Arnaud. Il a véritablement constitué la préhistoire. Et cette préhistoire, il en a fait un corpus. Alors je parle surtout de l'art ici, je vais parler de l'art, ce qui m'était demandé. Il en a fait un corpus iconographique complètement exceptionnel, avec son acuité visuelle et ce qui en était rappelé tout à l'heure par Noël, c'est-à-dire comment il a restitué ce qu'il voyait, c'est-à-dire comment il en a fait du Breuil.
ce ne sont pas les bisons de Font-de-Gaume, ce sont les bisons de Font-de-Gaume vus et revus par Breuil. Et on le sait tous, avec certaines emphases données à des formes de certains de ces bisons sur les bosses hyper développées, etc., etc. Breuil a constitué un corpus exceptionnel, y compris pour les gravures. Aussi bien pour l'art pariétal, l'art des grottes, en Espagne et en France, que pour l'art mobilier. Et là, il y a une différence qui est tout à fait importante à noter ici, avec d'autres très grands préhistoriens, au premier rang desquels se trouve Leroi-Gourhan. Le corpus d'André Leroi-Gourhan, publié dans la préhistoire de l'art occidental en 1965, est un corpus qui est très sélectif du visuel par rapport au corpus que Breuil avait constitué, où il associait très bien les peintures et les gravures, encore une fois, sur objet ou sur paroi. C'est-à-dire que Breuil a donné un certain accès à ce qui n'est pas immédiatement visible. Et c'est vrai pour ceux qui connaissent bien les grottes, c'est parfaitement vrai. Par exemple, à Font-de-Gaume, à la monographie de 1910 de l'abbé Breuil, dans laquelle il montre et il met en couleur, et c'était très intéressant de vous écouter tout à l'heure Noël dire ça, il met en scène colorée tous ces bisons, mais on voit les relevés des gravures de mammouth que lorsqu'on étudie les parois de Font-de-Gaume, on a beaucoup de mal à voir pour la plupart. C'est-à-dire que Breuil a été constitutif de l'art préhistorique, mais constitutif au maximum d'une certaine façon. En tout cas pour tout ce qui prenait sens pour lui. Sens figuratif ou sens en retrait pour les signes, pour les tectiformes, les choses, tous ces éléments géométriques dont il essayait de rendre compte à travers une sorte de comparatisme ethnographique un petit peu dilué. Donc, sans aucun doute, il nous reste, dans le temps présent, ce corpus exceptionnel de Breuil. Et chacun d'entre nous, d'entre vous, a visité les grottes avec en main ces relevés de Breuil, ses guides. Et André Leroi-Gourhan le dit, et le dit fort bien, dans la période où il commence à se démarquer, en quelque sorte, du maître, parce que Leroi-Gourhan n'est ni fils, ni frère, ni du tout. Lui, il va se situer dans un ailleurs qui est tout à fait pertinent. Leroi-Gourhan lui-même dit, voilà, Breuil, on va dans les grottes et on suit Breuil. Et nous tous, nous continuons à le faire dans les grottes où Breuil est passé. Et cette préhistoire qu'il a constituée est une préhistoire Breuil. Ce n'est pas une préhistoire dans le sens qu'on aurait pu attendre d'une parfaite objectivité visuelle, iconique. Non, Breuil a travaillé, il a fait du Breuil en l'affirmant, en montrant ça. Et en même temps, et là c'est un petit peu plus critique de ma part, en même temps qu'il constituait ce corpus véritablement magnifique, très étendu, il n'a pas développé de théorie. Breuil est un non-théoricien, de mon point de vue. Non-théoricien. Et c'est là, bien sûr, ce qui différencie considérablement Henri Breuil de cette autre très grande figure qui est celle d'André Leroi-Gourhan. De Breuil, il reste de nos jours les images. Et cette dimension est déjà apparue dans les exposés. D'André Leroi-Gourhan, il nous reste la pensée. Il y a là un monde qui les sépare, c'est-à-dire qu'ils se sont l'un et l'autre appuyés sur les mêmes documents d'un point de vue archéologique, ils n'en ont pas fait du tout la même chose. Breuil est resté dans une approche qui, cher Arnaud, si vous me le permettiez, je crois que je rejoindrai ce que vous disiez tout à l'heure là-dessus, si vous me permettez, moi qui ne suis pas spécialiste de Breuil, il a effectivement mêlé le spirituel au scientifique. Et de façon sans doute moins déguisée qu'on peut le penser,
au départ, mais qui était probablement sa perspective finale. C'est-à-dire que d'Henri Breuil, moi ce que je connais, c'est le préhistorien qui a eu à pratiquer tout ce que Breuil a apporté. Mais cette dimension spirituelle que vous avez mis en évidence tout à l'heure dans votre exposé, dans votre ouvrage, cette dimension spirituelle, c'est finalement ce qui lui a permis de ne pas rendre compte de la signification ou des significations de l'art préhistorique. On est dans un monde, bien sûr, très important, spirituel, plus ou moins universel. N'allons pas plus loin. Il suffit de révéler tout ça, et le mot révéler est sans doute important. Il a quelque chose à dire, Breuil. Il est sacerdotal en quelque sorte dans sa pratique de relevé. Je l'ai ressenti encore plus davantage en vous écoutant les uns les autres tout à l'heure. Voilà donc, Breuil, il en reste quelque chose sans aucun doute, mais vous voyez que c'est quand même un domaine un petit peu particulier. Le savoir de Breuil, c'est un savoir gigantesque, et ça a été mis en évidence, et c'est mis en évidence de façon permanente. Mais ce savoir de Breuil, cette connaissance extraordinaire qu'il a constituée et transmise avant la Première Guerre mondiale, même jusqu'en 1912, jusqu'au Congrès de Monaco, après, reste intangible, immobile. Là, moi, je suis très critique avec Breuil, très critique. Il a eu un mal de chien à admettre le périgordien. Quand Denis Perroni a commencé et il ne ruait pas dans les brancards, Perroni, il a porté des données. Breuil a fini par l'admettre sur le plan scientifique. Mais ces subdivisions du paléolithique supérieur, il les a en tant que telles construites merveilleusement. Ça a été un apport fantastique avant 1910, un apport fantastique, il est resté là-dessus. On revoit la même chose d'un savoir vraiment sans limite, sans contestation possible, peut-être un petit peu papal ou pontifical. Lorsque les datations commencent à se mettre en place, dans les années 1950, Breuil ne rentre pas dans ce jeu. Sa construction, son élaboration chronoculturelle assez extraordinaire, qu'il a, encore une fois, su créer et développer avant 1910, il maintient les datations restent extérieures à son discours, y compris jusqu'à la fin. De Breuil, c'est-à-dire jusqu'en 1961, alors qu'il avait eu quelques occasions, quand il a publié avec Lantier les hommes de la Terre ancienne, il reste en décalage par rapport à ça, Breuil. Et pourtant, il avait encore une grande acuité sur le plan intellectuel. Donc son savoir est resté un savoir corrélé à ses premières grandes découvertes, à ces corpus de la préhistoire qu'il constituait, et je pense que d'une certaine façon, il ne voulait rien savoir d'autre. Et c'est ce qui s'est passé quand, avec une insolence inouïe, une jeune gamine, Annette Laming, s'est permise de commencer à travailler dans une grotte dont Breuil avait raté en quelque sorte la découverte, qui était la grotte de Lascaux. C'est-à-dire que Breuil n'a pas pu publier Lascaux. C'était ce géant qu'il n'a pas maîtrisé pour des raisons diverses. Il n'a pas publié Lascaux, Breuil, y compris dans 400 siècles d'art pariétal. Il en a dit des choses d'ailleurs tout à fait intéressantes. Il n'en était pas là. Et voilà que Annette Laming se permet de développer un certain nombre de thèse sur l'arrangement, sur la disposition des figures sur la paroi, sur le sens même qu'il pourrait y avoir entre certaines proximités sur les parois, entre par exemple des chevaux qu'on voit souvent et des bisons. Mais comment est-il possible de se permettre de suggérer qu'il existerait des sens, des significations plus profondes et qui engageraient une analyse des sociétés préhistoriques qui serait autre
que celle qui relèverait d'une vision un petit peu spiritualiste, très générale et universelle et linéaire. Et Breuil a complètement rejeté Annette, la jeune Annette. La jeune Annette elle-même étant en train de travailler, commençant à travailler avec André Leroi-Gourhan, là on y reviendra peut-être à l'occasion d'une autre journée, mais commençant à travailler avec Leroi-Gourhan donne à ses idées de sens, de sémantique, donne un volume, une puissance tout à fait nouvelle. André Leroi-Gourhan publie dans la Société préhistorique française ces 3 fameux articles sur les signes, et Breuil, à ce moment-là, encore tout conscient, pas du tout atteint par une quelconque sénilité, rejette. Et rejette, mais alors sans aucune concession. C'est tous ces remous qui se mettent en place, qui voudraient donner du sens là où lui, Henri Breuil, n'avait jamais vu, ni même imaginé qu'il pourrait y avoir du sens dans ce sens-là. Et c'est là où le fameux pape de la préhistoire, qui a été grandiose pour la constitution de tout ce dont nous venons de parler les uns les autres, grandiose pour les industries lithiques et osseuses, qui n'est pas l'objet de ma présentation aujourd'hui, pour la vision chronologique, voilà ce pape qui a complètement bloqué la préhistoire. Et ça a été dit autrement tout à l'heure, il a, de façon peut-être métaphorique, il a porté son aventure individuelle, son amateurisme entre guillemets qui était pionnier par rapport à l'institutionnalisation de cette science, il l'a prorogé jusqu'au bout. Il était le savoir absolu. Il était celui qui a tout vu. C'est-à-dire qui se mettait en cela dans une position qui n'était pas du tout la position du chercheur, du scientifique, qu'il avait été dans les 10 premières années de sa vie, auprès de ces fameux pairs qu'il fréquentait, qu'il voyait, il changeait de l'un et de l'autre. Il a été extraordinairement productif, extrêmement fort. Voilà, je crois, ce qu'il faudrait aujourd'hui prendre en considération. Breuil est un monument de la préhistoire, sans aucun doute. Mais la préhistoire n'est plus du tout ce que Breuil en a fait et en a dit. Et si on voulait creuser un tout petit peu cette question-là, on verrait qu'en matière d'art préhistorique et en matière des grottes, ce qu'il a dit sur les styles était extrêmement intéressant, et on y revient toujours dans les cours, etc. La préhistoire est chargée parfois un peu trop de cette histoire-là, de mon point de vue. Mais alors Breuil a fait ces fameux cycles. Qu'en est-il aujourd'hui? On voit qu'il n'en est rien. Breuil, qu'il n'en est plus rien. Breuil a été celui qui a constitué un corpus sans imaginer un instant que ce corpus avait l'homogénéité que lui conférait son créateur. C'est-à-dire que les cultures de la préhistoire sont très différentes, au bout du compte, les cultures iconographiques, les unes des autres, ce que l'on a peu à peu découvert et mis en valeur. Ce qui fait que Breuil après Breuil, Breuil dans la vie de Breuil s'est trouvé en décalage. Je crois que ça, c'est véritablement intéressant par rapport à ce qui se faisait dans son temps, tout en étant le grand pontifical de la préhistoire. Et puis, Breuil après Breuil, il en reste cette figure emblématique de la préhistoire, sans aucun doute hexagonale, sans aucun doute européenne. Et Breuil a projeté dans le monde, là où il est allé, en Afrique en particulier, il a projeté toute sa vision de la préhistoire, mais c'est une autre époque. C'est-à-dire que nous avons affaire à un personnage fantastique, un régal pour les historiens, comme nous avons pu le constater jusqu'à présent en écoutant nos collègues historiens. Voilà, je vous remercie.